D'ailleurs, on a une question pour toi de Gershon Yabouzélé qui a tenu absolument à être dans Autour d'un verre pour te poser cette question. Bonjour tout le monde, c'est Gershon Yabouzélé. J'avais une question alors pour Olivier Mazet. Et arrive cette action légendaire où Venu d'ailleurs. Il monte sur LeBron James. Alors, il y en a qui diront il monte, LeBron joue le passage, peu importe. Mais il dunk sur LeBron. Toi, tu Contre sais les que le États-Unis. lendemain, ton téléphone il va sonner. Pas le lendemain, sur l'instant même. Sur l'instant. Il a une question pour toi aussi. Alors pour moi ma question Olivier c'est... Question très nadérifique. Ah ouais. On avait eu un 3/4 de page dans le journal Le Monde à l'époque qui nous avait titré la Starac du basket. T'as la licence, t'as 0 joueur. Comment tu fais pour aller convaincre le premier joueur? Au culot, quand malheureusement t'apprends son décès et que tu te rends à son chevet sur son lit d'hôpital, il fait une attaque cardiaque. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, quoi? I love you, baby. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle d'un ami, mais surtout de l'agent numéro 2 français de basketball, Olivier Mazet. Ici présent. Comment vas-tu, Olivier? Ça va, Eric? Ça va. Toi, c'est très difficile de t'avoir. Entre le planning chargé, les vols, les joueurs et tout ça. Donc, quand on a une date, faut bien la verrouiller. Hein, parce qu'on en a déjà eu qu'on sautait. Ouais. Donc là, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, merci de me recevoir. Bien c'est sûr. un honneur pour moi aussi. Bien. On va commencer par le début. Tu connais un peu l'émission. Ton parcours est très riche, a été assez difficile et tu vas tout nous expliquer. Première question simple. Où t'es né, Olivier? Je suis né en Île-de-France, dans le 77, à Nemours. Mes parents vivaient donc en Seine-et-Marne. Et puis, par rapport au boulot de mon père, on était amené à déménager assez souvent. Ouais. Donc, j'ai vécu les premières années de ma vie dans le nord de la France, pas très loin de Lille. Et ensuite, après, on est revenu très rapidement, quand j'avais 6-7 ans, dans les Yvelines, à Elancourt. Donc. D'accord. Elancourt, plus belle ville du monde. En tout cas, la plus belle ville pour nous. Ok. Et alors, toi, tu as été joueur de basket. Est-ce que tu as commencé à jouer au basket petit, comme ça, dehors ou... Ouais, j'ai attrapé le virus, tu vois, presque par hasard. Comme tous les parents, tu vois, mes parents cherchaient à me mettre dans une activité sportive, périscolaire. Et c'est vrai que peut-être la fibre antillaise a fait que ma mère s'est dirigée vers un sport de salle. Et donc, j'ai commencé le basket à Elancourt, justement. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai tout de suite attrapé le virus. Des débuts un peu difficiles, tu vois. Le premier entraînement, j'avais un coach qui n'était pas spécialement pédagogue. Il m'a envoyé une passe avec la plus grande de ses forces. J'ai mis ma main en travers, j'ai pris 4 doigts foulés. Voilà, donc, j'ai pas joué pendant quasiment quelques mois. Mais bon, je me suis dit, je vais réessayer. Belle entrée en matière. Voilà, donc belle entrée en matière. Et puis après, c'est vrai que j'ai tout de suite adhéré. J'aimais l'énergie qu'il y avait dans ce sport. J'aimais, tu vois, l'esprit de partage. Et puis ouais, ça m'a vraiment attiré et j'ai voulu perdurer là-dedans et d'année en année, j'ai continué, tu vois, cette pratique-là. Tu t'es vu pro? Tu voulais être pro ou... Comme tous les jeunes. Tes limites, Mais oui, comme tous les jeunes, t'embrasses le rêve de faire une carrière dans ce métier-là, tu vois, dans ce milieu-là, pardon. Moi, je rêvais d'être pro. À l'époque, je vais pas te mentir, je rêvais pas d'aller en NBA. Parce que la NBA, pour nous, c'était une autre galaxie. Ça semblait tellement loin. Quand tu viens du fin fond du 78 à Elancourt, la NBA, pour toi, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. Bien sûr, ouais. Déjà inaccessible pour regarder. Tu vois, moi, je me rappelle que quand on était adolescent, on était obligé de se regrouper à 6-7 chez un pote qui avait Canal+, pour pouvoir regarder les matchs la nuit. Ouais. Tu vois, donc ça semblait super loin. Mais évidemment, j'avais le rêve et l'ambition de devenir pro. Après, j'ai joué un petit peu en championnat de France, en National 3, etc. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, je crois que j'ai eu le réalisme de comprendre que j'avais pas le niveau pour percer et devenir joueur de très haut niveau. Ouais. Mais en tout cas, pendant toutes mes années jeunes, c'est quelque chose qui m'a accompagné, ouais. Mais quand t'as su que t'avais pas les capacités pour être pro, est-ce que tu t'es tout de suite dirigé vers le futur métier, enfin ton futur métier, ou rien à voir, ça arrivait après dans un second temps? C'est un concours de circonstances et sûrement, tu vois, des étapes de la vie. En fait, je jouais au basket encore à l'âge de 20 ans en championnat de France de National 3. Déjà, est-ce que tu avais un agent, toi, déjà? Non. Non. Je pense que j'étais pas assez fort pour avoir un agent. J'étais trop jeune. Après, ouais, il y avait des gens qui tournaient un peu autour de nous, qui nous donnaient 2-3 conseils.
mais c'était vraiment très, très amateur. Ok. Tu vois, mais donc je jouais en national. J'avais joué à l'époque au Vésiné, j'ai joué à Argenteuil en dernière année. J'avais joué dans le nord de la France pendant une année à côté de Lille, à Blandec-Saint-Omer. Et c'est vrai que c'est un événement familial qui a fait que j'ai dû faire un choix. Puisque, tu vois, suite au décès de mon père quand j'étais relativement jeune, j'avais donc 21 ans, et l'aîné de mes frères et sœurs, bon, à un moment, tu es obligé d'aller dans des préoccupations beaucoup plus faut faire de concrètes. l'argent, là. Ouais. Et puis, bon, à un moment, tu te retrouves avec ta mère, tes frères et sœurs. Bien sûr, bien sûr. T'embrasses, à défaut, un peu un rôle de chef de famille par substitution. Donc, du coup, à ce moment-là, j'avais plus la tête à jouer sur ces championnats semi-pro. Et l'avantage, c'est que, tu vois, en ayant côtoyé pas mal de gens dans ce milieu, des assistants coachs, des coachs, des joueurs, les gens m'avaient dit, écoute, tu sais quoi, tu devrais te renseigner. Il y a un examen qui a été mis en place avec la Fédération française sur la profession d'agent de joueur, et j'y connaissais rien du tout à ce moment-là. Mais j'avais l'intime conviction, et depuis que j'étais gamin, que l'énergie que je mettais dans ce sport, dans le basket, me servirait un jour. Ouais. Pourquoi, comment, je sais pas. Mais je me disais, en fait, c'est un investissement pour la suite. Et ça a commencé en mettant en place des tournois de détection. On s'est dit avec une bande de potes, on était 3, et on a dit qu'on allait créer un événement qui était un tournoi de détection. Parce que justement, nous, on s'était rendu compte que quand tu habites dans une banlieue un peu reculée et que tu n'as pas accès à tout le haut niveau, parce que tu n'as pas des parents qui viennent du milieu, tu n'as pas de connexion dans le milieu sportif, à l'époque, tu n'avais pas l'existence d'Internet, des réseaux sociaux, où le talent, il pouvait facilement être perdu. Donc nous, on a décidé de créer un événement qui s'appelait Basket Contest à Elancourt. Je me rappelle très bien. Tu vois, qui était un tournoi de détection, qui était ouvert à tous les joueurs, licenciés ou non, de 14 à 20 ans. Et la finalité de ce tournoi-là, c'était que pour les meilleurs joueurs de la journée, on avait pris contact avec des clubs professionnels qui étaient devenus quelque part les parrains de l'événement. Et les meilleurs joueurs du tournoi, on leur permettait de partir faire un essai en centre de formation. Mais là, t'étais pas agent, là. J'étais pas agent. T'étais pas agent. Non, j'étais vraiment les premiers pas dans, entre guillemets, le business du basket, tu vois, en dehors de la partie joueur. Mais vraiment de façon autodidacte, tu vois. Et t'as placé des joueurs Écoute, on fait le premier événement. Au début, ce qui est marrant, c'est qu'on pensait que ce serait un événement local, tu vois, pour pas dire yvelinois. Et sur la première édition, on a des joueurs qui viennent de toute l'Île-de-France. C'est plutôt un franc succès. Et deuxième édition, on avait, nous, à l'époque, tu vois, un DJ qui s'appelle DJ First Mike, qui a un excellent ami, voilà, qu'on salue, qu'on a reçu ici. qui travaillait chez Génération. Donc, on va en radio, on fait des spots publicitaires, on fait des interviews pour défendre le projet. Et puis là, le truc commence à prendre une ampleur. Et sur la deuxième édition, on se retrouve submergé avec quasiment 250 joueurs. On avait voulu, tu vois, mettre en place vraiment un événement et pas dire à des gens, vous allez voyager de toute la France, tu viens, tu fais 2 matchs, on te met sur le côté, t'es pas bon, next. Donc, en fait, on a fait toute une dimension événementielle avec des gens qui gravitaient autour de nous, qui nous ont donné un peu de force, comme on dit, tu vois. Des gens comme Omar Sy, des gens comme La Fouine, tu vois, des DJ, etc. Et cet événement-là, il a pris une vraie ampleur. Factor X, exactement, Olkari, Alibi Montana, La Clinique. Tu vois, on a eu plein de gens. Georges Eddy animait le concours de dunk. Kadour Ziani de l'Eslam Nation était dans le jury du concours de dunk. Il y avait un ancien très grand joueur du basket français et qui a joué en NBA, qui a fait les concours de dunk avec Michael Jordan et Dominic Wilkins, qui s'appelle Terence Stansbury, qui était venu faire le jury du concours de dunk. C'était incroyable. Et donc, en fait, tout ça, ça a été les prémices de cette activité. Et comment après, si tu veux, la suite s'est faite, c'est que effectivement, certains des lauréats sont partis faire des essais en centre de formation. Et puis, un peu naturellement, 6 mois, 1 an après, les parents de ces gamins-là nous passent un coup de téléphone. Écoutez, Olivier, voilà, mon fils a été pris à Dijon, à Chalon-sur-Saône, mais on me propose une convention de formation. J'y connais absolument rien. Donc, j'aimerais que vous nous donniez un coup de main. Mais sauf qu'à moi, à ce moment-là, j'ai ni la légitimité de le faire, parce que je suis pas agent, ni la crédibilité. J'ai pas de connaissances particulières dans ce milieu-là. Et c'est comme ça, en fait, que je me dis, mais ouais, effectivement, ce qu'on m'avait dit avant a du sens. Il faut que je m'oriente vers cette partie agent et management de carrière. Et c'est comme ça, en fait, que je clique sur le fait de basculer sur une partie agent et de passer l'examen. Ok, mais dans cet événement-là, une fois que les joueurs ils partaient dans les clubs, toi, elle est où la plus-value? En fait, si tu veux, nous, ça nous faisait une vraie carte de visite. Parce que ça voulait dire que notre événement, quelque part, était une forme de tremplin pour des gamins qui n'avaient pas été repérés avant, d'intégrer une structure. On avait eu un
un 3/4 de page dans le journal Le Monde à l'époque qui nous avait titré la Starac du basket. Ah ouais. Tu vois, quand même. Et c'était assez marrant parce que c'était les débuts de la Star Academy. Et justement, ils avaient fait le parallèle sur le fait que voilà, on était une plateforme qui permettait à des gamins qui venaient de nulle part d'être pris en centre de formation et de peut-être pouvoir avoir une deuxième chance. D'accord, donc toi, c'était une carte de visite. C'était une carte de visite. Pour nous, la plus-value, c'était vraiment ça, dire par notre intermédiaire, il y a des jeunes qui ont pu intégrer une structure et peut-être qui pourront embrasser une carrière. D'accord. Donc après, ça t'a un peu motivé et ça t'a fait réfléchir à la suite. Tu t'es dit, il faut que je travaille là-dedans, il faut vraiment que je me professionnalise. Ouais, franchement, tu vois, c'était extrêmement motivant parce que tu te dis, écoute, notre événement, non seulement il a reçu un accueil très favorable de la part du public, on avait rempli le Palais des Sports d'Elancourt, les gens, on avait des joueurs qui avaient traversé toute la France pour venir. Il y avait des gens sur le parking, bon, je me rappelle, 7h du matin, on met tout en place avec tout le staff qu'on avait. On voit des gens qui ont les phares allumés parce que c'était en plein hiver. Donc les gens gardent le chauffage allumé. On sort dans le parking, on voit des plaques d'immatriculation du 13. Du 13, Bouches-du-Rhône. Ouais, les Bouches-du-Rhône, des gens qui venaient de Dijon, des Côtes-d'Or, des gens qui venaient de La Rochelle. Tu dis waouh. Donc les gens, en fait, avaient clairement accueilli ce concept-là comme un tremplin. Le public venait passer un bon moment parce qu'il y avait une partie événementielle. Bien sûr. Et en plus, on avait la conviction qu'on a servi à quelque chose, puisqu'on a permis quelque part à des gamins d'intégrer une structure de formation. Donc derrière, tu te dis, OK, maintenant, si on passait pas à la vitesse numéro 2, qui est de pouvoir accompagner des joueurs, et pas que cela, et surtout de devenir un peu crédible dans ce milieu-là, et de se former à être vraiment, tu vois, un agent, mais un agent officiel, quoi. Ouais. Et quand tu dis te former, donc, quoi, à l'époque, tu avais un métier qui avait rien à voir avec le basket, donc tu décides de lâcher ton métier pour te former. Tu prends le risque. Ouais, en fait, je travaillais à l'époque dans la finance, dans une boîte qui s'appelle JC Decaux, là, dans les Yvelines. Ok. Je faisais complètement autre chose, tu vois. Tu gagnais bien quand même. Ouais, pour un gamin de mon âge, tu vois, je gagnais ma vie correctement, tu vois. Mais je savais de toute façon que j'étais pas fait pour rester derrière un ordinateur avec des collègues qui avaient 20-25 ans de boîte et qui étaient extrêmement rigides. Et je savais qu'en fait, j'allais tomber dans l'ennui et je vais pas dire le burn-out, mais je voyais bien qu'en fait, j'étais pas heureux là-dedans. Ouais. Par contre, j'étais extrêmement content de cette expérience parce que j'ai eu la chance de croiser des gens dans le management de ma boîte, des directeurs financiers, des directeurs de ressources humaines qui ont décelé chez moi, tu vois, cette envie d'entreprendre et qui m'ont clairement aidé et qui m'ont formé dans ce sens-là. En me disant la rigueur que tu vas acquérir dans une boîte comme la nôtre, le jour où tu vas mettre en place ton projet, c'est un truc qui sera un bagage pour toi. Donc, à un moment, je me dis, écoute, il faut que je me lance. Donc, je décide de m'inscrire à l'examen d'agent. En plus, il faut savoir que c'est un truc qui est complètement autodidacte parce que tu le passes en candidat libre. Donc, tu t'inscris, on te donne une bibliographie avec un pavé énorme sur du droit. Pas de cours, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Tu te débrouilles. Maintenant, tu vois, 15 ans après, ils ont fait des écoles pour former au métier d'agent de joueur. Des choses comme ça, tu vois, mais qui n'existaient pas du tout à cette époque-là. Donc, du coup, tu reçois la bibliographie, tu reçois les annales d'examen, et puis tu repars dans les études, en fait. Tu repars sur de l'apprentissage. Donc, j'avais été un petit peu à la fac, donc j'avais encore ce process, tu vois, un peu de droit, un peu d'économie qui m'a un peu servi quand même. Mais en fait, tu repars sur une forme d'apprentissage et pour aller passer l'examen que j'ai obtenu donc avec la Fédération française. Combien de temps après l'examen 2 ans après. 2 ans après. 2 ans après. Et si tu veux, même la première année où j'ai la licence, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça même encore aujourd'hui. Une fois que tu as la licence d'agent de joueur, tu as l'autorisation de travailler. Mais est-ce que tu as le carnet d'adresse, l'activité pour travailler? Non. Donc tu as la licence, c'est bien. Moi, à ce moment-là, je suis pas dans le rush parce que j'ai 25-26 ans. Donc, tu vois, du coup, je me dis, écoute, la licence, elle est là, elle me crédibilise. Et puis, le jour où je pense que je peux faire le saut, j'y vais. Et le saut, justement, c'est quoi? Alors, tu as la licence, tu as 0 joueur. Comment tu fais pour aller convaincre le premier joueur quand tu as 0 joueur? Au culot. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier réflexe, c'est de me dire, bon, je connais personne dans ce milieu-là. J'ai joué en championnat de France cadet au Chénet avec un joueur avec qui, tu vois, j'avais gardé des liens, qui s'appelle Mamadi Makalou, qui lui, à l'époque, jouait en National 1 et un peu en Pro B, tu vois, donc c'est 2e, 3e échelon français. Et je me dis, la première personne que je peux contacter, c'est lui, tu vois, mais sans aucune conviction. Lui, il n'avait pas d'agent? Lui, il avait un agent. Il avait un agent. Donc tu dois te déloger. Mais tu vois, mais sans aucune conviction. Je me dis, écoute, je lui passe un coup de téléphone et je lui dis, écoute, voilà, Mamadi, c'est Olivier, machin.
je viens d'avoir ma licence d'agent depuis voilà 1 an ou 2 et je me lance complètement dans l'activité. Est-ce qu'on pourrait se voir pour en parler? Et tu vois, on se voit sur un bout de table dans un grec à Versailles, tu vois. Et je lui explique en fait un peu quel est mon projet, tu vois. Et de façon surprenante, il me dit directement vas-y, je te suis, Banco, on y va. D'un coup, comme ça. Sans réfléchir. Et il me dit écoute, on se connaît depuis longtemps et je te fais confiance. Moi, j'ai un agent, mais ça se passe moyennement avec lui. Ok. Donc, du coup, j'avais besoin d'un nouveau souffle. Vas-y, on travaille ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, je le représente. Lui, il jouait en National 1 à Poissy. Mais en plus, c'est un mec qui a une excellente réputation dans le milieu. D'accord. Parce que c'est un joueur qui est, tu vois, qui est bosseur, qui est droit, qui est sérieux. Ouais. Partout où il passe, les mecs louent ses qualités humaines. Donc, du coup, bah, quelque part, travailler avec un mec qui a bonne presse, ça aussi, ça crédibilise. Et puis après, bah, du coup, le bouche à oreille se met en place. Lui, quelque part, bah, il joue le jeu aussi parce que quand les gens lui demandent, en fait, mais comment ça se passe avec ton agent? Parce qu'on ne le connaît pas. Et lui, tu vois, il dit, bah, écoute, voilà, c'est mon pote, ça se passe bien, il fait le boulot. Et petit à petit, tu vois, ça se fait. Et la deuxième personne qui me donne un coup de main, c'est Terence Stansbury. Ah. Après le basket contest, on se voit, je sais pas, 3 ans après. Et il m'invite à aller dîner. On mange. Et puis à la fin, il sort une photo de son portefeuille. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore les photos sur les smartphones. Ça ne nous rajeunit pas. C'est notre époque. Notre époque. Et il me montre une photo, tu vois, d'une fille. Ouais. Et je vois une fille qui fait 1m90, 92, costaud et tout. Il me dit, tu sais qui c'est? Et je lui dis, non, absolument pas. Il me dit, c'est ma fille. Elle vient de terminer la fac aux États-Unis. Elle va faire la WNBA cet été. Elle va jouer avec les Los Angeles Sparks. Mais après, elle va commencer sa carrière en Europe. Et j'aimerais que tu sois son agent. Et donc, du coup, tu vois, alors que j'avais absolument pas pensé que tu vois, j'allais même aller sur le secteur féminin, je me retrouve à gérer la fille de Terence Stansbury. Ça aussi, ça t'a aidé? Ouais. Du coup, par rapport à la réputation? Énormément, parce que le nom Stansbury à l'époque, en France, tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose, non pas que chez les joueurs, mais le plus important, dans les clubs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu appelles des clubs et que les gens savent que tu t'occupes de la fille de Stansbury, c'était une légende à l'époque. Donc, du coup, les gens se disent, il est quand même pas complètement timbré, il va pas confier son enfant à n'importe qui. Donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a aussi crédibilisé. Mais alors après, est-ce que là, tu as 2 joueurs, tu avais la fille... Ouais, après, je commence à en avoir d'autres, tu vois, par l'intermédiaire de Mamadi, puis ensuite, après, moi, en allant démarcher les joueurs. Parce qu'au début, en fait, les joueurs viennent pas à toi, tu vas les démarcher. Donc, après, je commence à me construire un petit portefeuille. J'ai cru savoir, parce que je te connais un peu, que tu es rentré dans une agence américaine. C'est-à-dire que là, tu étais en indépendant. Ouais. Et pourquoi tu décides de rentrer dans une agence américaine? Pour plus te développer? C'est eux qui viennent te chercher? Comment ça se passe? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que par des relations qu'on a en commun, on me met en relation avec une très grosse agence américaine qui s'appelle BDA, Bill Duffy Agency, qui à l'époque représente Steve Nash, Carmelo Anthony, Yao Ming, voilà, le gratin du gratin en NBA. Et un ami me met en relation avec eux. Et eux, ils cherchaient un représentant en France pour développer quelque part leur marque à l'étranger. Et moi, je me dis que ça peut être une façon de passer un step incroyable parce que tu t'attaches, entre guillemets, l'expérience et une certaine marque, tu vois, vis-à-vis du public français. Et de l'autre côté, je suis convaincu que je vais apprendre à vitesse grand V parce que je vais avoir affaire à des situations aussi bien avec les clubs, les joueurs de top niveau qu'aujourd'hui, en débutant ma carrière avec des joueurs, tu vois, intermédiaires, j'aurais pas eu. Donc, c'est une union, tu vois, que je trouve vraiment gagnant-gagnante. Et ouais, je collabore pendant 4 ans et demi avec eux, où je place des joueurs, en fait, de cette agence-là sur le territoire français et certains des joueurs qui sont des top joueurs du championnat, en fait. Ouais, mais tu sais au départ que tu vas collaborer juste un temps et que ça va te servir pour après la suite. Ouais, je savais que c'était une étape dans la construction de mon projet parce que j'avais vraiment, tu vois, envie de monter une agence qui soit, tu vois, à l'image de ce que je suis en termes de personnalité, de valeur, etc. Et c'est difficile, tu vois, d'incorporer une structure qui est une énorme structure. Tu vas pas changer les méthodes. Et moi, je me suis aperçu d'une chose. Au moment où je représente cette structure en France, quelque part, moi, je suis le représentant sur le marché français. Ça veut dire que je suis censé recruter des joueurs pour cette agence. Donc, aller voir des familles, aller voir des joueurs.
leur présenter un projet d'accompagnement, de suivi, de développement de carrière. Mais après, moi, dans les faits, je m'aperçois que c'est une énorme structure. Et que les gens que je vais chercher et que j'amène dans cette agence n'ont pas du tout le même critère de priorité que si c'était mes clients à moi. Okay. Parce que là, en fait, j'amène un joueur lambda dans une boîte où il y a déjà 400 joueurs. Ils sont plus du tout sur la même échelle d'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment, mon joueur à moi, français, qui joue sur le championnat de France et qui devrait peut-être aller en NBA dans 1 an ou 2, à l'échelle d'un Yao Ming, d'un Steve Nash ou d'un Carmelo Anthony, tu vois, tu passes après tout ce monde-là. Donc, si tu veux, j'en ai vraiment conscience. Après, moi, j'ai gardé d'excellentes relations avec le fondateur de cette agence qui s'appelle Bill Duffy, qui clairement a été un mentor pour moi. Parce qu'il m'a montré, tu vois, une facette du milieu qui était méconnue de ma part, celle du très haut niveau. Tu vois, et qu'à un moment, pour durer dans ce milieu-là, faut aussi que tu aies un ADN, une philosophie, et que tu essaies de la conserver. Donc, ça a été quelque chose qui a été extrêmement pertinent pour moi et qui m'a aidé à construire le projet. Ouais. Ok. Est-ce que c'est en lien justement avec la suite de ton parcours? Est-ce que grâce à ça, l'expérience que tu as eue, tu as réussi à placer ton premier joueur en NBA? Enfin, vous avez réussi. Ça a été bien après. Tu vois, quand je décide de prendre mon indépendance, l'idée après, c'est d'essayer de créer, entre guillemets, une structure qui va être dans les structures qui vont compter sur le basket français, avant même la NBA, parce que la NBA, c'était quand même vraiment loin par rapport à ça. Là, tu pensais même pas? Non. Okay. Non, je l'ai dans un coin de ma tête, parce que ça reste un objectif, tu vois. Mais l'idée, déjà, c'est d'y aller étape par étape, et déjà d'être quelqu'un, tu vois, qui compte à l'échelle du basket français. Et tu vois, un des premiers clients qui a été un de mes internationaux, et voilà, c'est un garçon qui est forcément un sujet un peu sensible, c'est Ludovic Vati, qui était un joueur que j'avais recruté à l'âge de 22 ans, qui a dû mettre fin à sa carrière à l'âge de 24 ans pour des problèmes cardiaques. Il faut savoir qu'on nous, on a créé une relation qui allait bien au-delà, tu vois, de la partie sportive, parce que je suis le parrain de son fils. D'accord. Et que c'est un garçon qui est décédé il y a 1 an sur un terrain parce qu'il avait voulu continuer à jouer malgré tout sur des championnats amateurs. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement, tu vois, un peu traumatisant. Mais si tu veux, le truc, c'est que Ludo, c'était le premier international que j'ai eu. Donc il était rentré en équipe de France. C'était un joueur qui était un des meilleurs joueurs français du championnat. Et ça, quelque part, ça faisait de toi un agent qui commençait, tu vois, à être référencé dans le milieu. Donc l'idée, c'était vraiment de construire étape par étape. D'accord. Tu vois, d'abord, d'être une agence qui se crée, d'acquérir de l'expérience, un réseau à travers la collaboration avec cette boîte américaine. Ouais. Et puis, lorsque je m'en vais, de dire, OK, maintenant, ma structure, il faut qu'elle puisse faire partie des structures qui comptent sur l'échiquier du basket français. Et en ayant des joueurs comme Ludovic Vati, ça a énormément contribué à ça. C'est le premier client d'envergure national et international que j'ai eu. Parce que lui, il est parti jouer en Espagne, parce qu'il a joué avec l'équipe de France. Il aurait pu être drafté en NBA sans des problèmes cardiaques qui lui avaient été diagnostiqués. Donc, c'était vraiment, entre guillemets, le premier client de très haut niveau que j'ai eu. D'accord. Ces problèmes, ils sont arrivés quoi? Il n'était pas au courant de ça au début de sa carrière? Après les tests? C'est une histoire complètement folle. C'est-à-dire que quand on l'envoie faire ce qu'on appelle des workouts, des essais pour aller en NBA, il fait un essai aux Lakers, à Los Angeles, et on reçoit un coup de téléphone. Donc, l'essai aux Lakers, c'était 24 heures avant la draft, qui est le processus de sélection pour aller en NBA. Okay. Et on reçoit un coup de téléphone du médecin des Lakers qui nous dit, écoutez, moi, je viens de faire le bilan cardiaque de M. Vati. Il y a une tâche qui apparaît sur l'IRM cardiaque qui me semble problématique. Est-ce que vous avez des bilans cardiaques à jour de ce garçon-là? Donc, on rassemble tous les éléments qu'on a et on fait traduire tous les résultats qu'on a sur les différents clubs qu'on a eu, les équipes de France. On envoie tout à Los Angeles, sauf que le gars nous dit, écoutez, la draft est dans moins de 12 heures. Ça a été fait il y a 6 mois, il y a 1 an. Pour moi, ça ne peut pas venir invalider les résultats que j'ai eus hier. Je ne signerai pas la décharge médicale de M. Vati et je ne prendrai pas le risque. Donc, première porte qui se ferme pour lui, il ne peut pas être drafté en NBA. Il joue en France, il devient meilleur joueur d'un événement qui s'appelle la Leaders Cup, qui a lieu dans pas longtemps, là, qui regroupe les 8 meilleures équipes du championnat de France à la mi-saison. Et il est MVP de la Leaders Cup, à l'âge de 24 ans. Et suite à cette année exceptionnelle, on est sollicité par des clubs turcs, dont un club qui lui fait une proposition de 3 ans de contrat, très intéressante. Comme il est censé aller
en Turquie faire sa visite médicale. Entre-temps, on a eu, nous, la garantie par des IRM cardiaques que tout est sous contrôle. On décide de prendre un peu les choses en amont. Et donc, je lui dis, écoute, puisqu'on va aller à Istanbul pour faire ta visite médicale, quand tu vas faire ton électrocardiogramme, il va apparaître ce qu'on appelle de l'arythmie cardiaque. Mais ce que font énormément de joueurs et de sportifs professionnels, c'est un emballement du cœur en zone d'effort. Mais lorsqu'il est contrôlé, ça ne pose pas de problème particulier. D'accord. Donc, je lui dis, puisque ça, de toute façon, sur le test d'effort, quand tu vas monter sur le vélo, l'électrocardiogramme sera mauvais, on va prendre les devants, on va faire toute une batterie d'examens à jour. Comme ça, on part avec à Istanbul. À partir de ce moment-là, on peut leur dire, les tests ont été faits il y a une semaine, ils sont certifiés par l'hôpital de Lille, etc. Sauf qu'à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, j'étais en train de conduire, et Ludovic m'appelle, me dit, écoute, tu fais quoi? Je dis, je conduis. Il me dit, tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Je dis, OK. Il me dit, écoute, c'est fini. Et je lui dis, c'est fini. Il y a un problème avec ta compagne. Je comprends pas. Il me dit, non, je viens de recevoir un coup de téléphone du centre hospitalier de Lille qui me dit que j'ai visiblement ce qu'ils appellent un décollement de membrane cardiaque. Et le truc, en fait, est très problématique et présente un risque de mort subite sur les efforts intensifs. Donc, suite à ça, si tu veux, on a une contre-expertise qui justifie le premier diagnostic. Et c'est comme ça qu'on est contraint de mettre fin à sa carrière à l'âge de 24 ans, parce qu'à ce moment-là, tu réfléchis pas. Tu vois. Et quand je te parle d'étapes qui, à un moment, te forgent dans ta personnalité et ton expérience, je peux te dire qu'à ce moment-là, j'aurais préféré tout ce que tu veux, sauf agent de joueur. Ouais. Vendeur de glace, pizzaiolo, réparateur de pneus. Parce que quand tu te retrouves, et lui, il me dit, je te demande une chose. Est-ce que tu peux prévenir ma femme et ma mère? Ça, c'est ton rôle, ça. Ouais. C'est toi qui vis. Oh. Donc, je me retrouve à appeler sa mère qui est en Guadeloupe, à 8000 km. À lui expliquer ça. Et à lui expliquer, avec tout le tact que tu dois essayer d'avoir, que son fils a un problème qui lui empêche de continuer sa carrière. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle s'inquiète trop parce que tu as peur qu'elle fasse un malaise. À ce moment-là, sa compagne, elle est enceinte de son deuxième enfant. Ah ouais. Donc, tu te retrouves à tourner pas 7 fois la langue dans ta bouche, mais 150 fois, pour trouver les mots justes, en expliquant la situation et en n'étant pas trop alarmant. Et ouais, ça a été quelque chose qui a été extrêmement dur, tu vois. Est-ce que ça t'a... Après, elle est décédée, est-ce que ça t'a freiné dans ton ascension? Est-ce que t'as réfléchi et t'as voulu arrêter, comme t'étais très proche de lui? J'ai voulu arrêter 2 fois. Et j'ai voulu arrêter la première fois, enfin j'y ai pensé la première fois qu'on a annoncé sa fin de carrière, parce que tu te dis, putain, c'est trop dur comme épreuve à surmonter, tu vois. Moi, en fait, au départ, quand je me dis que je vais être agent de joueur, mais jamais, tu penses pas à ça, jamais de la vie, tu te dis, tu pourras gérer une situation comme ça un jour. Et la deuxième fois, quand malheureusement, t'apprends son décès et que tu te rends à son chevet sur son lit d'hôpital, puisqu'il fait une attaque cardiaque, tout simplement. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, quoi? C'est ça. Tu vois, tu te poses une question qui est un peu une question existentielle. Est-ce que finalement, c'est ça que je veux faire? Et après, la passion reprend le dessus et tu te dis, écoute, ouais, justement, lui, il avait une passion pour le basket qui faisait que il voulait continuer à jouer, malgré les risques qu'il connaissait. Toi, entre guillemets, tu te dois aussi de continuer ce que tu as à faire. C'est vrai. Donc, on va parler d'un sujet un peu, entre guillemets, plus joyeux. Ton premier joueur, justement, drafté en NBA. Donc, comment ça se passe déjà à la draft? Est-ce que déjà, avant la draft, avant le jour même, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des, comment dirais-je, des indices, des tendances qui vous font dire qu'il est bien placé, il risque d'être pris, tout ça? Tu sais, pour parler un peu vulgairement, la draft, c'est comme une bourse. Donc, en fait, tu as des valeurs qui montent, qui descendent, en fonction des matchs, en fonction des essais que tu vas faire dans les clubs, en fonction des fois de choses toutes bêtes, de ta prise de mesure. Est-ce que tu es moins grand finalement que ce qui était annoncé? Tu as des entretiens, des tests de personnalité, ton niveau d'anglais. Ah, il y a tout ça. Ouais, parce qu'en fait, les gens sont en train de parier sur toi des contrats qui valent des millions de dollars. Si jamais, entre guillemets, la personne qui a validé ce recrutement se plante, c'est elle qui se fera virer demain matin. Ah ouais, donc il faut cocher toutes les cases. Il faut que tu coches toutes les cases. Okay. Donc, Guerschon Yabusele, en l'occurrence, qui est le premier joueur qu'on présente vraiment à la draft avec une chance, tu vois, d'y accéder, c'est vraiment le parcours, tu vois. On le compare souvent à un parcours de boxeur.
il commence, tu vois, l'année où il est même pas listé dans ce qu'on appelle les mock drafts, dans les tendances. Il est pas listé. Parce que les gens vont dire, ouais, trop petit, pas assez ceci, pas assez shooter à 3 points. Et lui, il a une force de caractère qui est vraiment, vraiment remarquable, où le mec, il fait son truc et il dit, moi, je vais prouver à tout le monde que de toute façon, j'ai le niveau pour. Il fait une superbe année en première division en Pro A, et on sent qu'il y a un engouement qui commence à se créer, mais avec certaines limites. C'est-à-dire qu'avant qu'il mette les pieds sur le sol américain, tout le monde dit, ouais, ce sera un mec qui va être drafté en fin de 2e tour, c'est-à-dire pas de contrat garanti, dans une équipe qui te prend, mais peut-être sans plan, sauf qu'il arrive aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle les workouts, c'est-à-dire les essais en NBA, et il enchaîne quasiment 16 essais en 21 jours. D'accord, une machine. Wow. Ah ouais. Une machine. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dessine une carte, tu vois, géographique répartie des franchises. Écoute, là, tu es sur la côte Est, tu fais Washington, tu fais New York, tu fais Détroit, tu fais Boston. On le transfère après, il part sur la côte Ouest et il enchaîne avec Sacramento, avec les Lakers, les Clippers. Mais le mec, en fait, dès qu'il a terminé, il te dit, ouais, c'est quoi le prochain? Il est chaud. Parce qu'il est en mission. Ouais. Il veut aller là-bas, montrer à tout le monde que, hey, tous les stéréotypes que vous m'avez donnés sur la taille, l'adresse, ceci, cela, en fait, je les démonte. Et on en reparlera peut-être après, mais la petite histoire, c'est que il fait un essai, un workout dans l'équipe pour laquelle il joue maintenant, où en fait, les mecs le voient arriver dans la salle et ils disent, mais hey, il s'est trompé, lui, en fait. Il est venu pour faire les essais pour le foot américain. Ouais, est-ce qu'il est costaud? C'est qui ce mec qui fait 2m4, 2m3, 120, 125 kilos? Et puis là, il commence l'échauffement, il se met à courir, il monte au dunk, boum. Et les gens se disent, waouh, mais d'où il vient, lui? Et en fait, pendant ces 21 jours où il fait ses essais, il était en mission pour montrer à tout le monde que ouais, j'ai le niveau. Et donc, ça arrive jusqu'au moment où il est choisi très, très haut, puisqu'il est choisi en 16e position de la draft. À l'époque, c'est en 2016, il y a 8 ans. 16e, c'était le 3e plus haut choix de l'histoire du basket français. Tu vois, il y avait eu à l'époque 2 mecs qui avaient fait mieux. Donc, c'était un truc historique. Tariq Abdul-Wahad et puis Pietrus, en 11e. Pourquoi Tony Parker a été choisi quand? Beaucoup plus bas, il avait été choisi en 27, je crois. 27? Ouais. Ah, putain. Comme quoi, les choix de draft, ça ouais. veut rien dire. Tu vois, ça n'est qu'une projection. Ah ouais. Et comment alors s'est passé son année? C'est là où c'est compliqué. C'est qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, dans l'univers et dans le public et le paysage sportif qui ne sait pas qu'il y a aussi une histoire d'opportunité et d'être au bon endroit au bon moment. Il est drafté par Boston, par les Celtics, une superbe franchise, qui sent qu'il y a une énorme attente autour de lui et un énorme engouement qui est en train de se créer, tu vois, à quelques heures de la draft. Et eux, ils le prennent, ils le sélectionnent, mais dès le soir de la draft, ils nous disent, nous, on l'a pris parce qu'on croit énormément en lui, on l'adore en tant que joueur, mais on n'a pas de place. Il y a un tel et un tel sur son poste. Donc, la première année... Il l'échange. Non, ils nous disent, on va signer le contrat, mais il faut l'accord des deux parties, puisqu'il est choisi au premier tour, qu'il soit envoyé à l'international quelque part pendant 1 an. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'il part jouer en Chine, à Shanghai. D'accord, donc il ne foule même pas le... Non, la première année, il ne foule pas le parquet NBA, alors qu'il est choisi extrêmement haut. Ouais. Donc, il joue à Shanghai pendant 1 année, dans une franchise qui était dirigée à l'époque par Yao Ming. Ok, mais ça, humainement, est-ce que ça pique le joueur quand même, non? C'est vraiment le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'en fait... le show, c'est l'ascenseur émotionnel. Bah ouais. T'es drafté 16e, c'est un truc un peu historique. Content, Tu te dis, ouais, j'ai réussi mon pari. Bah oui. J'ai prouvé par A plus B à tout le monde que je méritais d'être plus haut même que ce que moi-même je pensais. Mais on t'envoie aussi. Pour le faire, tu vas attendre 1 an. Ah ouais. Ah, tu vas partir on décide d'aller à Shanghai parce qu'en fait, la saison, elle est courte en Chine, que c'est une franchise qui travaille beaucoup avec la NBA parce qu'elle est présidée par un ancien très grand joueur NBA, Yao Ming. Oui. Donc, du coup, il y a une collaboration qui se met en place entre l'équipe de Shanghai et l'équipe des Celtics. La saison est terminée au mois de mars. Il revient tout de suite aux États-Unis. Il s'acclimate un peu avec l'équipe de G-League. Et puis, il est dans l'environnement, tu vois, de l'équipe NBA. Donc, on se dit qu'il va gagner du temps. Et puis aussi, quelque part, il se met à l'abri financièrement. Et c'est ce qui nous permet derrière de faire des choix de carrière qui ne sont pas conditionnés par le financier, mais par la pertinence qui va l'amener au très haut niveau. Et ça, Gershon en parle tout le temps, et moi, je suis le premier à le revendiquer. C'est aussi parce qu'on a fait ces choix que derrière, on a pu se permettre de faire des choix sportifs et plus des choix financiers. Ouais, je comprends. Parce que, bon, on accélère un peu parce qu'on parle de lui, mais cette année, il joue à NBA et on a pu le voir que
il a payé une partie de son salaire, c'est ça? Comment ça se passe? En fait, si tu veux, pour aller très vite, Ouais. Gershon donc, joue 2 ans à Boston. Il joue très peu. Donc, l'aventure NBA se termine. Et là où il a alors en plus, c'est l'année du Covid, il était reparti jouer en Chine, la saison s'arrête, etc. Là où il a, lui, tu vois, cette mentalité de boxeur, il dit, écoute, il n'y a aucun problème. Moi, je vais revenir en Europe. Je veux être dans une organisation qui va gagner et je vais montrer que je peux être un joueur dominant en Europe. Donc, on signe à Lasvel, qui est le club de Tony Parker. Ouais. Il vient jouer en Euroleague une saison, puis ensuite, après, on signe au Real Madrid. Top club européen. Donc, il joue pendant 3 ans au Real Madrid et il rafle tout avec eux. Il gagne l'Euroleague, il gagne le championnat d'Espagne. Entre-temps, il rentre en équipe de France. Mais dans tous les contrats, en fait, tu as des clauses de sortie, comme au foot, qui te permettent de rejoindre d'autres structures, en l'occurrence la NBA, moyennant une somme d'argent. Mais ces clauses, elles sont bornées dans le temps. Ça veut dire que sa clause de départ à Gershon, elle était d'un certain montant jusqu'au 15 juillet, chaque année. Ok. Et à partir du 16 juillet, elle était multipliée par 2,5. Ok. Pour qu'elle soit un peu dissuasive. Et cet été, Gershon fait les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. On a des discussions. Le fameux dunk sur LeBron James. Le dunk iconique et légendaire maintenant sur LeBron. Incroyable. Incroyable. Incroyable celui-là. Et si tu veux, on a des discussions avec les franchises NBA, mais jusqu'au 15 juillet, personne n'aboutit concrètement à une offre. Il commence les Jeux Olympiques et il a un impact sur l'équipe qui est monumental dès le départ. Dès la phase de poule, c'est vraiment peut-être le Français le plus en vue dans la régularité. Au départ, il n'est pas titulaire. Ouais. Enfin, il n'est pas souvent utilisé, mais dès qu'il le fait plus rentrer dans la rotation, l'équipe, elle change. L'équipe, elle change et il a un impact Clairement. des deux côtés du terrain où il change clairement le cours des rencontres. Ouais. Et là, tu vois, les équipes NBA reprennent un peu contact, mais d'assez loin. Et ça, tu vois, quelque part, c'est très américain. C'est-à-dire qu'en fait, OK, t'es bon contre le Japon, t'es bon contre l'Australie, en match de préparation contre la Turquie, c'est bien, mais nous, on est la NBA, on est les Américains. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ensuite, après, ils se qualifient pour les phases finales. Et là, premier gros marqueur, ils jouent contre le Canada. Le Canada, qui est une équipe qui est composée de joueurs NBA. Dylan Brooks, Shai Gilgeous-Alexander, des mecs qui sont des stars NBA. Un vrai test. Un vrai test. Et là, l'équipe de France gagne, mais surtout Gershon fait un énorme match. Et là, en fait, les gens se disent, OK, donc en fait, sa qualité physique, sa qualité athlétique, et sa qualité d'adresse et de tir, il la met en application contre des mecs qui sont des stars NBA. Et là, tu vois qu'il y a un engouement qui est relancé. Malgré le fait que la date butoir, elle est passée, l'engouement est relancé. Et puis après, on arrive, pour aller vite, jusqu'à la finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. Le match, tu vois, phare, France Team USA. Ouais. Les Jeux Olympiques à Paris, tu vois, avec tout ce que ça comporte. Et Gershon a un match d'impact. Et arrive cette action légendaire où il monte sur LeBron James. Alors, il y en a qui diront, il monte, LeBron joue le passage, peu importe. Mais il dunk sur LeBron. Il dunk sur LeBron. Et véritablement, on l'a déjà dit, tu vois, dans des médias, c'est le dernier coup de marteau qui enfonce le clou. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non seulement il était en train vraiment de faire un boulot remarquable. Toi contre tu sais que le lendemain, ton téléphone, il va sonner? Pas le lendemain, sur l'instant même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où c'est presque caricatural. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu vois l'action, il la repasse au ralenti, tu revois le truc, et tout de suite, tu te dis, il vient de se passer un truc. Ouais. Il vient de se passer un truc, et en quelques secondes, mon téléphone commence à vibrer, mais de façon dégénérée. Mais pas par les équipes. Les médias, le public, les fans, les réseaux sociaux, tu sens qu'il se passe un truc incroyable. Dans l'instant, quoi. Et tu reçois des messages de quelques scouts, donc qui sont les recruteurs des équipes NBA, qui te disent « Quel dunk ! Mais c'est une bête !» Et en fait, là, tu te dis « Il y a un truc qui va basculer. Ouais. » Et littéralement, le lendemain, on a l'intérêt très fort de 3 franchises NBA. Le lendemain, qui aboutit à cette offre des Sixers. Et donc, là, à partir de là, on rentre dans le dur. C'est qu'il est au Real Madrid, il y a une clause qui est extrêmement élevée. Ah oui. Et pour expliquer le truc, c'est que la NBA est autorisée à payer une certaine somme, $850 000, et pas un de plus. Et sa clause, ça a été dit dans la presse, elle était à 2,5 millions. Ouais. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut trouver le restant, mais surtout, il faut trouver une structure de contrat
qui permet de rendre cette somme payable et absorbable. D'accord. Donc, tu vois, signer un étalement, voilà, il y a des clauses qui ont été négociées entre nous et le Real. Mais là où, en fait, tu vois, c'est exceptionnel. Moi, je connais énormément de joueurs qui te disent hey, je suis super motivé, je suis prêt à aller jouer en NBA, donne-moi une chance, machin, etc. Tout le monde te dira ça. Tout le monde. Par contre, des gens qui sont capables de dire je mets mon argent sur la table, je prends le risque de sortir 1,6. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais y arriver. Donnez-moi juste l'opportunité et je vais faire le reste. Là, par contre, tu es dans l'exceptionnel. Et c'est comme ça, en fait, qu'il s'engage pour les Sixers et qu'il est en train de réaliser une saison pour un retour NBA qui est presque historique pour un Européen. D'ailleurs, on a une question pour toi de Gershon Yabusele qui a tenu absolument à être dans Autour d'un verre pour te poser cette question. Bonjour tout le monde, c'est Gershon Yabusele. J'avais une question alors pour Olivier Mazet. C'était de savoir comment tu arrivais à t'organiser avec tous les voyages que tu dois faire, de pouvoir passer du temps justement avec ta famille, tes enfants et ta femme. Comment tu arrives à trouver justement le temps et l'équilibre, de pouvoir être présent pour tes joueurs, mais aussi pour ta famille. Voilà, merci beaucoup. Voilà, la question de Gershon. Comment tu trouves tout ce temps-là? Alors, c'est une question qui me surprend pas de la part de Gershon, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, tu vois, ce sens de la famille. C'est un garçon qui est très clan, tu vois. Il s'occupe des siens, il est très proche de sa famille, de ses amis. C'est vraiment la partie la plus dure de mon activité, tu vois, de trouver l'équilibre et le juste milieu entre ta vie professionnelle, qui est un peu anarchique, pour être poli. Il n'y a pas d'heure. Bah oui. Il n'y a pas d'heure. Tu as des clients qui jouent aux États-Unis. Il m'est arrivé, quand lui était en Chine, d'être sur un autre fuseau horaire, cette fois à +9. Tu as des clients qui jouent, tu vois, dans différentes zones géographiques, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. T'as combien de joueurs? Je t'ai même pas demandé. Aujourd'hui, notre agence représente 50 clients. 50 clients, ok. Donc, du coup, c'est une gymnastique perpétuelle. Donc, c'est une question d'organisation. Et pour répondre concrètement à la question, c'est de compartimenter les choses et de donner du sens aux priorités. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, j'étais donc à Philadelphie pendant une semaine avec Gershon. Et par contre, quand je suis là, j'essaie d'être le plus présent possible. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur à amener mes enfants à l'école le matin, à les récupérer le soir, à les amener à leurs activités et faire en sorte que sur les moments où je suis présent, je suis complètement présent. Tu vois, et je pense que c'est quelque chose qui est assez fondamental et pour moi qui a de l'importance. C'est-à-dire que la famille, c'est le pilier central et c'est ce qui me permet, après moi, d'être performant dans mon métier et pas l'inverse. Donc, en fait, tu vois, j'essaye vraiment de donner du temps, de m'investir, tu vois, dans mon rôle de père, de mari, de fils, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la personne que tu es après professionnellement. Que représente la part de l'importance d'une femme justement dans ton organisation, dans ta vie familiale? Parce que là, je pense que comme t'es pas souvent là, elle doit tout gérer. Je pense que tu dois souvent te reposer sur elle, non? Il y a deux choses. La première chose, et sans faire, tu vois, cliché, ça reste un pilier. Ça reste un pilier parce que, comme tu l'as dit, quand t'es pas là pendant une semaine, il faut quand même que ce soit elle qui gère le quotidien, les enfants. Elle a une activité professionnelle, trouver le juste milieu aussi, et faire en sorte que les enfants, de quelque part, ne subissent pas, tu vois, ce manque affectif. Même si aujourd'hui, les technologies nous permettent d'être tout le temps sur WhatsApp vidéo, de se parler, tu vois, tous les soirs, tous les matins, etc. Mais forcément, dans l'organisation et dans le fait de me décharger, tu vois, d'une part de stress, c'est fondamental parce que si derrière, j'avais, tu vois, un stress incessant, permanent, lorsque j'étais en déplacement, sincèrement, tu pètes un plomb. Tu peux pas partir une semaine sans être tranquille et quand tu reviens, c'est la guerre. Bien sûr, donc, on est tous dans des foyers, tu vois, à devoir trouver des concessions, gérer, trouver des organisations. Et j'ai la chance d'être, tu vois, avec mon épouse qui a exactement la bonne place par rapport à ça. D'accord. Bon, c'est très bien. Derrière un homme, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ouais, et une organisation, tu vois, parce que non, et c'est vrai, tu vois. Moi, tu vois, je bosse avec mon collaborateur qui est avec moi depuis 8 ans, qui s'appelle Emmanuel Esso. Et on a une autre personne encore. Mais c'est l'avantage, c'est que tu vois, quand tu bosses avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui a la même vision que toi de cette activité, tu sais que toi, tu peux être en déplacement et qu'entre guillemets, les urgences, elles vont être gérées de la même façon.
Et vice-versa, si lui, il est en déplacement, je gérerai les dossiers de la même façon. Donc, en fait, tu vois, ce rapport humain, qu'il soit dans ta vie familiale ou dans ta vie professionnelle, je pense qu'il est fondamental. On va parler d'un ovni, mais c'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens du terme. Tu sais de qui je parle, Nadir Ifi. Moi, je veux tout savoir. Comment tu le rencontres, comment tu le découvres, comment tu l'emmènes jusque là où il est. Parce que je suis parti voir quelques matchs de Paris et c'est un joueur différent, qui électrise la salle. Il a quelque chose de spécial. Ouais, tu l'as bien décrit. C'est quelqu'un de positivement différent. Totalement. Tu vois, totalement. Ouais. L'histoire de notre collaboration avec Nadir, tu vois, elle pourrait elle aussi faire cliché. C'est vraiment ça. C'est qu'un jour, mon collaborateur Emmanuel m'appelle, me dit, écoute Olivier, Manu habite à Strasbourg à ce moment-là. Il me dit, il y a un garçon qui vient de chez nous, qui joue sur les playgrounds depuis qu'il est tout gamin, qui a un truc à part. Et faut que tu le vois. Il a vraiment des qualités incroyables. Et moi, bêtement, je lui rétorque, ok, enfin, il joue à quel niveau? Et il me dit, il joue en National 3. Et je lui dis, je t'arrête. On a déjà du mal, tu vois, à descendre de niveau et s'occuper correctement, tu vois, de tous les niveaux. On peut pas s'éparpiller sur des trucs qu'on maîtrise pas. J'ai joué moi-même en N3. Si c'était un niveau incroyable, ça se saurait. Et il me dit, non, Olivier, ce garçon a quelque chose. Et en plus, il me dit, tout le monde le connaît sur les playgrounds à Strasbourg. Les frères de Franck Nidikina, qui ont l'habitude de jouer, tu vois, sur ces playgrounds, le connaissent aussi. Demande-leur. Tu verras, ce garçon, il a un truc. Et effectivement, j'en parle avec les frères de Franck, qui me disent, ouais, Nadir, c'est quelque chose. Et on fait, nous, des camps, tu vois, pour nos jeunes pros. Et la première fois que Manu m'envoie un montage vidéo de Nadir, ouais, effectivement, tu vois un mec qui a de l'énergie, qui a du peps, qui a un côté super agressif. Mais ça reste très difficile à évaluer parce que c'est de la 5e division. Mais on le fait venir sur un de nos stages et le mec, en fait, tu vois qu'il est différent tout de suite. Tout de suite. Dans la façon dont il joue, dans l'énergie, dans l'agressivité, dans son intensité, tu sens que le mec, il est habité. Tu sens qu'il est habité. Donc nous, en fait, à ce moment-là, je dis, vas-y, on y va. On le représente. Et pour la petite histoire, en première division, donc sur ce qu'on appelle la Betclic Elite, à l'époque, il y avait 18 clubs. On a appelé quasiment les 18 centres de formation. On a pris 14 refus. 14. Et on nous a tout dit. Trop petit, passe pas assez la balle, trop shooter. Sur vidéo, c'est ça? Sur vidéo. Ils te disent, ouais, non, c'est pas ce qu'on cherche. On veut des mecs plus grands. On veut des mecs plus passeurs, plus ceci, plus cela. Et en fait, nous, on s'égosille à leur dire, mais en fait, je comprends pas. Il y a des meneurs américains que vous recrutez dans le championnat de France qui sont plus petits que lui, qui sont tout autant individualistes, et vous les dans le bon sens du terme. Ouais. Vous les prenez, vous fermez les yeux, et lui, parce que c'est un jeune joueur français, faudrait qu'il se conforme à un standard que vous avez prédéfini, qui est celui de défendre, ne pas perdre la balle, te mettre dans les corners, te monte pas trop, t'as un tir, tu le prends, mais ne fais pas trop de vagues. Et nous, clairement, on veut aller à l'encontre de ça. On leur dit non, c'est pas ce mec-là, c'est pas ce joueur-là. Et on décide avec Emmanuel de prendre le classement du championnat espoir et de le renverser. Donc on se dit, on va appeler les équipes les plus en difficulté en premier, puisque c'est celles qui n'ont pas le premier choix dans les recrutements. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à le proposer au Portel. Et le coach de l'époque, Bertrand Van Butzel, le voit en vidéo et dit, moi j'ai besoin de talent. Et il rentre comme ça en centre de formation. Et c'est comme ça que débute l'histoire. D'accord. Ok, il a une question pour toi aussi. Lui aussi. Il a une question. J'ai peur de la question de Nadir. Alors, pour moi, ma question, Olivier, c'est... Voilà, ça fait un petit bout de temps que tu es agent. Et ma question, ce serait... voilà, quels sont tes objectifs et tes rêves à accomplir après ces années? Voilà, même si tu as beaucoup de réussite dans ton métier, je pense que tu as encore des objectifs et des rêves à accomplir. Donc, voilà, ce serait ça ma question. Bonne question, très bonne question. C'est une question très Nadirifi. Ah ouais. Nadirifi, il ne cesse de repousser les limites. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est... Ce garçon-là, en fait, tu sais quoi, il n'a pas de plafond. Il n'a pas de limite, ouais. Il n'a pas de plafond. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est au Portel, il s'entraîne avec les espoirs, il joue en espoir, évidemment, dans le championnat, mais il ne vient pas pour jouer en espoir. Lui, il veut cartonner le championnat espoir. À tel point qu'on est obligé de lui expliquer, en fait, OK, maintenant que tu rentres dans le milieu des centres de formation, qu'est-ce que les gens vont attendre de toi? Ensuite, après, il s'entraîne avec les pros, comment tu dois faire évoluer ton jeu. Puis ensuite, après, quand il rentre avec le Portel, en tant que jeune joueur, tu vois, il rentre avec l'équipe de Pro A,
Lui, il rentre pas pour faire la rotation. On a l'impression qu'il doute jamais, qu'il est là pour tout écraser à chaque fois. Il a une confiance en lui qui est la confiance d'un mec qui fait du sport de combat dans un sport collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment dans sa bulle et sa zone de confiance, tu n'y touches pas, tu peux pas rentrer dedans. Et ça, c'est une qualité incroyable. Parce que ça veut dire que dans les moments chauds, dans les moments que les gens, tu vois, pourraient redouter en termes de stress, lui, je pense que ça l'excite. Tu vois, l'adrénaline du combattant quand il monte sur un ring. Ouais, il a ce truc-là, tu vois. Il a envie constamment de prouver aux gens, hey, faites tout ce que vous avez dit, vous avez tous tort. Et donc, en fait, ouais, je disais que c'est une question très à dire. Ouais, mes ambitions, tu vois, c'est celle de continuer à installer cette agence comme une agence de top niveau et de continuer à développer des carrières sur le très haut niveau, évidemment, que ce soit la NBA, que ce soit l'Euroleague, que ce soit l'équipe de France comme on a eu cet été. Et surtout, tu vois, parce que c'est notre ADN à nous, de vivre des histoires, tu vois, et des parcours avec nos joueurs. Nous, il y a un truc dont on est extrêmement fiers, c'est quand on voit des joueurs avec qui, tu vois, on a passé 10, 12 ans dans l'accompagnement, qu'on les a recrutés, c'était des adolescents parfois, des jeunes hommes, que depuis, ils ont réalisé des carrières accomplies, qui se sont mariés, qu'ils ont des enfants. Pour certains d'entre eux, tu vois, on était témoins du mariage, invités au mariage, parrains de leur enfant. Tu vois, je trouve que, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est super épanouissant humainement. Et évidemment, on a des marqueurs techniques en termes de joueurs d'accession équipe de France, NBA, etc., qui sont présents, mais pas que. Tu vois, nous, il y a un côté humain qui est pour nous indispensable. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'on n'est pas là pour gérer des contrats, mais on est là pour gérer des carrières. Et juste signer un contrat pendant 3 ans et se dire, OK, est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise décision? On verra après. Moi, j'estime que c'est pas ça le rôle d'un agent. Ça n'engage que moi. Mais nous, on est là pour gérer des carrières et du long terme. Et mes objectifs, c'est d'avoir des parcours à la Nadir Rifi, d'en avoir plein d'autres. Parce que je trouve que, tu vois, lui, son exemple à lui, il est tellement inspirant pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se dit, en vérité, tout est possible si je m'en donne les moyens. Par contre, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce garçon-là, il n'est pas travailleur. C'est-à-dire? Il est obsessionnel. Ah ouais, ok, là, tu m'as fait peur. Non, c'est-à-dire qu'il est obsessionnel. Nous, on a des anecdotes à n'en plus finir avec lui. Allez, une. Écoute, l'année dernière, il fait la finale du championnat de France, Paris-Monaco. Ouais. Et il est convoqué en équipe de France 3-4 jours après. Ils perdent la dernière manche à Paris contre Monaco. Monaco est champion de France. Et nous, on lui dit, écoute, tu as eu une longue saison. Il faut que tu prennes un break de 3-4 jours. Tu vas revenir en équipe de France. Ça va être la première fois que tu es convoqué. Il faut que tu donnes un peu une image, tu vois, qui est fidèle de qui est Nadir Rifi en termes, tu vois, de vitesse, d'intensité. On lui dit, écoute, tu pars avec ta compagne, tu vas te mettre au vert. Elle dit, OK, super, je pars en Grèce, je pars 3 jours. On est dans l'espace VIP avec Amarassi, le responsable, le directeur sportif du club. Et d'un coup, il y a le préparateur physique du club qui arrive, qui dit, ouais, par contre, comment ça se passe? Parce que Nadir, il m'a dit, il prend mon billet pour partir avec moi en Grèce pendant 3 jours. Et nous, on regarde, il dit, pardon, tu pars avec qui pendant 3 jours? Je dis, je pars avec Nadir pendant 3 jours pour lui faire des séances en Grèce. On est parti voir Nadir, on dit, mais en fait, qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait d'arrêter pendant 3 jours? Et là, il nous dit, ouais, mais si j'arrête 3 jours, en fait, je vais être hors rythme, je vais pas être bon. Ah ouais, c'est après une saison de 10 mois, en fait, le mec, il part en vacances, il amène son préparateur physique avec lui. Et c'est nous qui avons dû lui dire, non, là, tu vas partir avec ta compagne. Repose-toi. Tu vas te reposer, tu vas profiter, tu vas te détendre, et tu vas rien perdre en 3 jours. Ça va pas arriver, tu vois. Mais c'est ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là. C'est que le mec est fort. Et tu vois, quand tu disais qu'il est électrisant, Nadir, il est en train de faire quelque chose qui, pour moi, il est en train de dépasser le cadre de sa discipline. Tu vois, ça devient, entre guillemets, tu vois, une figure un peu culturelle sportive. Bien sûr. Ouais, parce qu'il incarne des valeurs, il incarne un parcours, puis une personnalité. Ouais. Tu vois? Ouais. Et une dégaine aussi. Ouais, un style. Tout un style, ouais. Tout est lié. Il a un style. Ouais. Il a un style en tant que joueur, il a un style en tant que jeune homme. D'ailleurs, il fallait le prendre aux Jeux Olympiques. Moi, je le dis, moi. Parce que je sais que tu vas pas le dire. Moi, je le dis. Il fallait le prendre aux Jeux Olympiques, voilà. Monsieur Collet. Non, non, mais après, tu vois, quand tu fais des sélections, ils vont toujours te dire que tu as des histoires de complémentarité, de profil, en France, etc. Ils aiment trop ça en France. Voilà. Après, tu l'aurais pris. Nadir, il arrivait à un moment où il venait d'exploser sur le très haut niveau, tu vois, avec une équipe de Paris qui venait gagner l'Eurocup.
L'équipe de France a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques, donc tout le monde dira qu'ils ont fait les bons choix. Oui. Mais Nadir, en tout cas, indéniablement... Peut-être tu la médaille d'or avec lui. Qui sait? Je sais pas si on aurait arrêté Stéphane Curie quand même. Nuit. Mais si tu veux, c'est clairement un mec qui va avoir un avenir international pour les années qui viennent. Ouais. Et on lui souhaite le meilleur et j'espère aussi la NBA parce que on n'a pas trop le temps de développer, mais il avait fait aussi les camps cet été. Il n'a pas pu terminer. Donc voilà, on lui souhaite la NBA. Olivier, on pourrait parler 2 heures. Hein. Ouais. On pourrait parler 2 heures, mais au moins tu nous as un peu expliqué toutes les rouages de ton métier, tous les rouages de ton métier. L'émission, elle s'appelle Autour d'un verre, VERS. Toi, est-ce que tu as une citation, un verre qui t'anime et qui te colle à la peau, qui te suit un peu depuis quelques temps? Ouais, il y a une citation de Martin Luther King que j'aime bien, qui dit si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais t'arrêter. Faut avancer. C'est à l'image de ton parcours, en fait. Hein. Ouais, c'est l'image de mon parcours. C'est l'image, tu vois, des gens que je représente. Ouais, aussi, ouais. Dans leur parcours, tu vois des garçons comme Gershon qui ont rampé, qui se sont battus pour retourner en NBA, des mecs comme Nadir Rifi qui, aujourd'hui, tu vois, sont arrivés sur le très haut niveau, des mecs comme Frank Nilikina qui sont multiples médaillés, tu vois, sur les compétitions internationales, équipe de France, qui jouent en Euroleague, et de plein de joueurs et coachs de l'agence qui se battent au quotidien. Et je pense que c'est une philosophie. C'est important les valeurs de... C'est la dernière question. C'est important les valeurs qu'incarne le joueur pour toi, parce qu'un bon joueur sans valeur, tu le prends aussi? Non, aujourd'hui, tu vois, on a la chance aussi, tu vois, et pas que, mais de pouvoir choisir les clients avec qui on bosse. Et on veut des gens qui... Et attention, c'est en toute modestie, avec qui on va partager des choses et avec qui on va avoir des valeurs. Moi, comme je résume assez souvent, quand je me lève le matin, je ne suis pas agent de joueur. Quand je me lève le matin, je suis un père de famille, je suis un fils, je suis un homme, et c'est ce que je suis humainement qui fait ce que je suis professionnellement. Et donc, dans la relation qu'on va avoir avec nos joueurs, tu vois, me dire qu'on bosse avec quelqu'un, mais avec qui on partage absolument rien, avec qui on pourrait même être en désaccord profond sur plein de choses, je pense que c'est pas nous, ça nous ressemble pas, on n'y prendra pas de plaisir. Et ouais, autant que possible, on veut bosser avec des gens avec qui on a une vraie fibre. Tu mets l'humain avant tout et ça te ressemble bien, Olivier, Eric, je te remercie d'être venu. Merci pour cet entretien. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre.